cris de mouettes. Vent salé, imprégné de la fumée des feux de camp. Sur la côte de l'Atlantique Nord, où même en été le souffle de la glace ne quitte pas l'air, des hommes vêtus de fourrure découpent la viande avec de longs couteaux. 9 mois sans prise fraîche, sans chasse, sans la moindre chance de trouver de la viande fraîche, et pourtant ils survivent. Comment? Pourquoi un morceau de viande, suspendu sous le toit de leur maison, ne pourrissait-il pas même au printemps? Et que savaient ces guerriers sur la conservation des aliments que la plupart d'entre nous ignorons aujourd'hui? La réponse est cachée dans leur maison enfumée et dans un mot simple, mais génial. Des archéologues ont découvert sous les colonies vikings en Islande et sur les côtes de Norvège des traces d'os fumés. Des traces datant de siècles où la viande était conservée non pas au froid, mais dans la fumée. Ces découvertes confirment que les Vikings maîtrisaient une méthode qui leur permettait de conserver la viande jusqu'à 9 mois, et ce, sans aucun glacier ni grotte. Les historiens écrivent que cette technologie était si perfectionnée que la viande restait comestible même après de longues expéditions maritimes. Ils appelaient ces provisions du mot « angigyot », littéralement « viande suspendue ». Ce terme est devenu le symbole de leur survie culinaire. En substance, c'était de la viande séchée et imprégnée de fumée à tel point que le temps cessait d'avoir prise sur elle. Imaginez, non, ressentez, l'odeur de la fumée de pain pénétrant la chair, les gouttes de graisse grésillant sur les pierres chaudes. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une armure contre l'hiver. Chaque morceau pendait sous le toit de la longue maison, où le foyer ne s'éteignait jamais. À l'intérieur, il faisait sombre, humide et enfumé. Mais c'est précisément dans cet air étouffant que naissait l'espoir du printemps. Pour obtenir un tel résultat, il fallait une compréhension de la nature du feu et du vent. La maison viking était conçue comme un organe respiratoire. La fumée montait vers le toit et enveloppait la viande, ne laissant aucune chance aux bactéries. Ainsi se créait l'effet d'une fumerie naturelle. En substance, toute leur maison se transformait en un réfrigérateur de fumée. Mais ce n'était là que la première couche de leur secret, car les Vikings ne se contentaient pas de faire sécher la viande. Ils maîtrisaient les éléments. Ils savaient qu'une chaleur trop forte tuerait le goût et qu'une chaleur trop faible ne protégerait pas. C'est pourquoi ils choisissaient des bois aux arômes particuliers, le plus souvent le bouleau ou le genévrier. Le genévrier, d'ailleurs, agissait comme un antiseptique naturel. Ces résines non seulement conféraient à la viande un goût amer doux, mais elles tuaient aussi les bactéries. Cette méthode n'était pas un simple moyen de conserver la nourriture, c'était un rituel. La viande pendait à côté des armes, séchait au-dessus de la même fumée qui réchauffait leurs enfants. Dans ces volutes de fumée se confondaient la vie et la mort, le chaud et le froid, la force et la survie. Mais comment déterminait-il quand la viande était prête? Étonnamment, il ne se fiait pas au temps, mais au son et à l'odeur. Les anciens disaient, quand la viande cesse de goûter et commence à chanter, c'est ainsi qu'ils appelaient le moment où la fumée pénétrait entièrement les fibres. Il semble aujourd'hui impossible de passer l'hiver sans réfrigérateur, mais les Vikings le faisaient année après année. Leurs maisons devenaient des usines de survie, où chaque planche, chaque fissure du toit faisait partie du système. Et pourtant, le fumage n'était qu'un début. Car toute la viande ne pouvait pas être conservée dans la fumée, et la mer ne donnait pas toujours du poisson. Alors les Vikings avaient recours à une autre méthode encore plus ancienne, la conservation par la force du vent et du sel. Et c'est là, à la frontière entre la terre et la mer, qu'ils ont inventé ce qui deviendra plus tard le symbole du goût nordique et de la résilience guerrière. Sur la côte grise de la mer du Nord, le vent fouettait comme s'il voulait arracher la peau. Le Viking se tenait à genoux dans l'eau glacée et jetait à la mer des morceaux de viande abondamment recouverts de sel, non pas pour faire un sacrifice aux dieux, mais pour la vie. Le sel était leur deuxième arme contre la pourriture, leur chimie avant l'apparition de la chimie. Ils l'appelaient « vitagoul », l'or blanc. Et ce n'était pas une exagération poétique, le sel coûtait plus cher que l'argent et chaque grain pouvait décider du destin d'une colonie entière. Les historiens écrivent que dans les villages du Nord, le sel était extrait en faisant évaporer l'eau de mer dans des récipients en argile. Ce processus était long et demandait des efforts considérables, plusieurs jours auprès du feu pour obtenir seulement une poignée de cristaux blancs.
Le sel ne conservait pas seulement la viande, il la transformait en une réserve d'énergie solide et parfumée, capable de durer des mois, même par temps chaud. Des découvertes archéologiques à York et Trøndelag montrent des traces de grandes fosses à sel et de chaudrons carbonisés, preuve que les Nordiques ne savaient pas seulement travailler le sel, mais le faisaient à une échelle industrielle. Les Vikings utilisaient une méthode qu'ils ont plus tard appelée salage à sec. Des morceaux de viande étaient disposés en couches, saupoudrés de sel et laissés dans des fosses tapissées de pierre. Après quelques jours, la viande commençait à pleurer, à libérer de l'humidité qui s'infiltrait dans la terre, laissant une texture dense et élastique. Ce processus, il l'appelait blood draining, ce qui peut être traduit par saignement de la viande. Et si le fumage apportait la fumée et l'arôme, le sel apportait l'éternité. L'image sensorielle ici est presque douloureuse, l'odeur lourde du sel, la peau mouillée, figée par le froid, les doigts brûlés par la saumure. Le sel rongeait non seulement la viande, mais aussi les mains. Mais c'était l'odeur de la confiance, l'odeur du pouvoir sur la mort. Quand la mer était prise par la glace en hiver, quand le bétail avait été abattu depuis longtemps, c'était précisément ces couches salées qui devenaient le salut. Le terme sans lequel on ne peut comprendre cette étape est lactobactérie. Aujourd'hui, nous savons que c'était précisément elles, des micro-organismes bénéfiques qui supplantent les dangereux, qui commençaient à agir dans la viande lors d'un salage correct. Mais pour les Vikings, c'était de la magie. Ils voyaient que la viande, après avoir reposé dans le sel, ne se gâtait pas et croyaient que le sel aspirait le mal. Dans leur mythologie, le sel était souvent associé à la pureté. Ce n'est pas par hasard qu'ils en saupoudraient les lieux de sacrifice pour apaiser les dieux. Cependant, le sel était une rareté, et alors le vent entrait en jeu. Sur les falaises côtières, où les pêcheurs étendaient leurs filets, on pouvait voir des rangées de viande suspendues à des perches en bois. Le vent la séchait, la transformant en ce que l'on appellerait plus tard de la viande séchée. Dans le Nord, cette méthode était appelée skerpikkjøtt, littéralement viande piquante. Elle pendait pendant des semaines, oscillait au vent, noircissait, devenait dure comme la pierre. Mais à l'intérieur, elle conservait sa graisse et son goût. Selon les données archéologiques trouvées en Islande, les Vikings construisaient des granges spéciales sans murs, ouvertes au vent, mais protégées de la pluie. La viande y pendait jusqu'à 6 semaines. La nature faisait le reste. Pas d'additifs, pas de technologie, juste l'air, le soleil et la patience. C'était le premier réfrigérateur sec du monde. Le son que chaque enfant ayant grandi dans ces maisons a mémorisé, le bruissement des morceaux suspendus. Lorsque le vent passait à travers eux, ils émettaient un cliquetis sourd. La viande frappait la viande comme des planchettes de bois, et ce son signifiait « l'hiver est proche, mais nous sommes prêts ». La viande séchée n'était pas seulement de la nourriture, c'était une unité stratégique. Lors des expéditions, quand les navires vikings partaient pour des mois, c'était précisément ces provisions qu'ils emportaient. Un morceau pouvait peser moins d'un demi-kilo, mais donnait de la force pour une journée entière. Les guerriers l'enveloppaient dans des tissus de laine pour qu'il ne s'imprègne pas d'humidité et le mangeaient directement sur les rames, quand il n'y avait pas le temps d'allumer un feu. Des études modernes montrent que la teneur en protéines d'une telle viande était presque 30% plus élevée que celle de la viande fraîche. Autrement dit, plus elle pendait longtemps, plus elle devenait nutritive. C'est peut-être pourquoi les Vikings pouvaient supporter des marches épuisantes de 50 km par jour sans perdre leur force. Et pourtant, même le sel et le vent ne suffisaient pas toujours. L'automne humide, les pluies, la putréfaction, tout cela pouvait anéantir des mois de travail. Et alors, les Nordiques ont inventé une troisième méthode, presque mystique, la fermentation. Il permettait à la viande de mourir de manière contrôlée, pour ensuite ressusciter son goût. C'est cette étape qui a marqué la frontière entre la survie et l'alchimie du goût. Car, selon les archéologues, ce sont précisément les produits fermentés des Vikings qui ont traversé les siècles, nous laissant l'odeur de cette époque. Âcre, acide, mais étonnamment vivante. Quand le soleil dans les latitudes nordiques touchait à peine l'horizon et que le jour ne durait pas plus qu'un court soupir, les Vikings commençaient un processus que l'on appellerait aujourd'hui un miracle biochimique. Ils laissaient la viande se gâter, mais pas entièrement. Dans leur compréhension, c'était la frontière sacrée entre la mort et la vie du produit, entre la putréfaction
et la conservation. Ils appelaient cette méthode rotna, maturation. De nos jours, les scientifiques l'appelleraient fermentation. Les historiens écrivent que c'est ce processus qui était à la base du célèbre plat islandais akarl, le requin fermenté, ainsi que du skata, la raie maturée. Mais ce qui semble aujourd'hui une folie gastronomique était à cette époque une question de survie. La viande soumise à une fermentation naturelle ne nécessitait ni fumée, ni sel, ni glace. Tout ce qui était nécessaire, c'était du temps, de la terre et du contrôle. Les Vikings enterraient la viande dans le sol ou la plaçaient dans des tonneaux en bois tapissés d'algues marines et d'herbes. Le tout était recouvert de pierre pour empêcher l'air de pénétrer. Ainsi se créait un environnement anaérobie, sans oxygène. Les bactéries, vivant à l'intérieur de la viande, commençaient à transformer lentement les protéines et les graisses, modifiant leur structure. Cela transformait la chair en quelque chose qui pouvait être conservé pendant des mois. Aujourd'hui, nous comprenons que ce processus s'accompagnait de la formation d'ammoniac, qui repoussait les insectes et protégeait le produit. Mais à l'époque, les Vikings savaient simplement « l'odeur est terrible, mais la viande reste vivante ». Des recherches archéologiques en Islande et aux îles Féroé montrent des restes de fosses contenant des os et des matières organiques de structures similaires aux produits fermentés. Les scientifiques supposent que des méthodes similaires étaient appliquées non seulement aux poissons, mais aussi à l'agneau, à la viande de cheval et même à la viande d'oiseaux marins. Et bien que cette méthode fût dangereuse, la moindre erreur de température pouvait coûter la vie, elle offrait ce que la fumée et le sel ne donnaient pas, l'indépendance. L'image de ce processus est presque rituelle. La nuit, la terre gelée, un homme en cape de fourrure plonge ses mains dans la fosse froide, respirant l'odeur âcre et douceâtre de la putréfaction. Quelque part à proximité, le vent hurle. Au loin, le métal résonne. Des armes sont forgées. Et au-dessus de tout cela, le silence. Car même la respiration semble superflue. Ce n'est pas simplement de la préparation de nourriture. C'est un dialogue avec la nature, avec son ombre et sa lumière. Le terme qui reflète l'essence de ce qui se passe est fermentation anaérobie. Pour l'homme moderne, de la chimie. Pour le viking, la volonté des dieux. Car il croyait qu'Odin avait enseigné aux hommes l'art de conserver la viande, afin qu'ils puissent partir en expédition sans craindre la faim. Les sagas mentionnent de la « viande qui ne pourrit pas », servie lors d'un festin alors que les provisions étaient épuisées depuis longtemps. Il s'agissait peut-être des premières mentions de produits fermentés. Le goût d'une telle viande était âpre, presque toxique. Un contemporain n'aurait pas pu en avaler un seul morceau. Mais pour le Viking, c'était le goût de la victoire sur le temps. Chaque portion signifiait que la tribu survivrait à l'hiver. La fermentation était un art dangereux. Si la viande fermentait trop, un poison apparaissait. C'est pourquoi l'expérience était transmise par héritage, de père en fils, de mère en fille. Chaque famille avait sa propre recette, son propre rapport d'herbe, de sel et d'air. Dans les odeurs de fermentation se mêlaient la peur et l'espoir. Un faux pas, et tout l'hiver serait perdu. Mais si tout était fait correctement, la viande pouvait être conservée jusqu'au printemps, et parfois plus longtemps. Les archéologues ont trouvé des vestiges de fosses funéraires où les Vikings plaçaient des morceaux de viande fermentée en offrande aux morts. C'était un symbole de force et d'abondance, une nourriture qui vainc la mort. La perception sensorielle de cette nourriture était presque mythologique. On écrivait que l'air autour de ces fosses était si âcre qu'on pouvait le couper au couteau. Mais c'est précisément cette odeur qui est devenue le symbole de la survie. De nos jours, les habitants d'Islande préparent toujours le hakarl, et cette recette n'a presque pas changé depuis 1000 ans. Ils continuent de faire ce que leurs ancêtres ont commencé, défier la nature avec l'aide de la nature elle-même. Mais même cette méthode, si fiable, n'était pas la limite de leur maîtrise. Car dans le Nord, il n'y avait pas toujours de viande, et les mers n'étaient pas toujours clémentes. Et alors, les Vikings trouvèrent un moyen de conserver non seulement la nourriture, mais aussi l'énergie de la vie, dans les graisses et les os. Cette étape les transforma de simples survivants en véritables maîtres de l'alchimie nordique. Le feu s'éteint, mais la graisse bouillonne encore.
Dans d'énormes chaudrons, noirs de suie, les Vikings cuisaient ce qui les sauvait, même quand il ne restait ni poisson ni bétail. Des restes d'os et de graisse, ils créaient une substance qu'ils appelaient esmure, pas simplement du beurre, mais un concentré de vie. Ce n'était pas un produit, mais un carburant. Les historiens modernes le comparent à la barre énergétique du Moyen Âge. Léger, gras, se conservant longtemps et capable de remplacer un repas entier. La graisse animale, ce que l'homme moderne jette, était pour les Vikings un don des dieux. Ils la faisaient fondre, la filtraient à travers un tissu et la conservaient dans des sacs en cuir scellés. Ainsi, elle ne se gâtait pas pendant des mois. Selon les témoignages des découvertes archéologiques à York et Birka, des récipients de graisse solidifiés sont trouvés aux côtés d'os de poisson et de viande. Cela signifie qu'elle était emportée lors des voyages. Elle était la base de la ration de voyage. Ici apparaît un terme clé, le saindoux, en vieux norrois, talg. Contrairement au beurre, il ne contenait pas d'humidité, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas rancir. Les Vikings l'utilisaient non seulement pour se nourrir, mais aussi pour l'éclairage, la lubrification des armes, la protection de la peau. C'était une source universelle de force et de chaleur. Dans des conditions de froid éternel, c'était l'équivalent de l'or, ce qu'on ne pouvait pas perdre. Visuellement, ce processus ressemblait à de l'alchimie. Au-dessus des chaudrons s'élevait la fumée. À la surface brillait une couche de couleur ambrée, et quand on la retirait avec des cuillères en bois, elle s'écoulait comme de la cire fondue. Le goût était riche, doux fumé. Cette graisse était mélangée à des morceaux de viande séchée ou de sang, créant un plat connu sous le nom de blood pudding, une soupe de sang. C'était un symbole de retour à la vie, car chaque cuillerée donnait de la force après de longues journées de marche. Des archéologues ont trouvé des restes de ces mélanges énergétiques même au fond des navires. Ils étaient conservés dans des récipients en argile, scellés avec de la cire d'abeille. La cire d'abeille, d'ailleurs, jouait le rôle de scellant et d'antiseptique, une autre découverte des Nordiques. Les historiens estiment que grâce à elle, la graisse pouvait être conservée jusqu'à 9 mois. C'est la durée du cycle d'une chasse à l'autre. L'image sensorielle, l'odeur épaisse de la graisse fondue imprégnée dans les murs de la maison, la lumière chaude réfléchie sur sa surface brillante. Viande, sel, fumée et graisse, les 4 éléments de la survie. Ensemble, ils créaient non pas simplement une ration, mais un système où chaque goutte avait un sens. C'était une sorte de code nordique, transmis de génération en génération. Mais dans cette simplicité se cachait un génie d'ingénierie. Pour que la graisse ne rancisse pas, les Vikings y ajoutaient des baies de genévrier ou de l'oseille. Ces plantes contiennent des acides naturels et des huiles qui préviennent la détérioration. Des études modernes confirment que de tels additifs prolongent réellement la durée de conservation. Ce qu'ils faisaient par intuition est aujourd'hui confirmé en laboratoire. Parfois, la graisse était mélangée à de la farine et du miel, produisant des boulettes nutritives, les prototypes des rations sèches modernes. Ce produit était appelé svidabolur. Il pouvait même être transporté par les guerriers en expédition, une épée dans une main, un morceau d'énergie concentré dans l'autre. Les légendes disaient qu'une seule de ces boulettes pouvait maintenir la force toute une journée. Et, si l'on en croit les chroniques, c'est sur de telles provisions que furent basées les grandes traversées, de la Norvège aux rives du Vinland, terre qui sera plus tard appelée l'Amérique. Le terme décrivant ce principe, c'est la conservation par la graisse. Dans la compréhension moderne, l'hermétisation des nutriments dans un milieu dépourvu d'oxygène. Pour les Vikings, cela s'apparentait à de la magie, car le feu, après avoir ôté la vie à la bête, la redonnait maintenant, sous forme d'un élixir brillant et aromatique. Mais derrière toutes ces techniques se cachait une grande idée, l'équilibre entre les éléments. Ils savaient que si l'on mettait trop de sel, la viande deviendrait une pierre. Si l'on donnait trop de fumée, on perdrait le goût. Si l'on brûlait trop la graisse, on perdrait la vie. Ce n'était pas un ensemble aléatoire de techniques, c'était une philosophie de survie construite sur la précision et le respect de la nature. Et alors, quand leurs navires s'éloignaient dans le brouillard et que les maisons restaient vides, la viande pendait toujours aux traverses, sous les toits. Elle tintait au vent, comme des clochettes de bronze.
Chaque son signifiait une chose. Même si la mer ne ramenait pas les hommes, leur famille ne mourrait pas de faim. Et ce tintement était la chanson la plus silencieuse, mais la plus puissante du Nord. Cependant, la dernière épreuve ne se trouvait ni sur terre, ni à la maison. Elle les attendait en pleine mer, où le temps s'étirait à l'infini et où l'espoir pouvait périr à cause d'une seule vague. Là, au milieu du froid et de l'obscurité, les Vikings mettaient définitivement à l'épreuve leur connaissance, quand la viande, la fumée et la graisse devenaient non pas simplement de la nourriture, mais la frontière entre la vie et la mort. Nuit, tempête, la mer rugit comme une bête et les vagues frappent les flancs en bois du Drakkar. Dans la cale, l'obscurité, l'humidité et l'odeur de sueur, de fumée et de graisse. Ce n'est pas un arôme, c'est un témoignage de survie. Ici, sous le pont, gisent des sacs de viande enveloppés dans du tissu, des récipients de graisse soigneusement scellés à la cire, et des bottes de poissons séchés, cliquetant comme des os. Ces provisions sont le résultat de mois de travail, et chaque miette compte. Les Vikings savaient, si la nourriture se gâtait, la mort viendrait avant l'ennemi. Les voyages vikings duraient des semaines, parfois des mois. Les historiens notent que lors des voyages vers les côtes de Grande-Bretagne ou d'Islande, chaque guerrier recevait environ un demi-kilogramme de viande ou de poisson par jour. Et ce n'était pas un produit frais. Tout était séché, salé, imprégné de fumée ou de graisse. Mais c'est précisément cette viande, lourde, dure, presque inodore, qui leur donnait la force de ramer pendant des heures et de se battre lorsque le navire touchait une terre étrangère. Le terme qui décrit précisément leur ration est « ration de combat ». Les armées modernes utilisent ce terme pour un ensemble de vivres destinés aux longues campagnes. Pour les Vikings, c'était leur propre équivalent ancien, un système méticuleusement conçu où tout était interconnecté. Le sel, un conservateur, la fumée, un antiseptique, la graisse, une source d'énergie, la viande séchée, une base protéique. Tout est simple, et c'est en cela que réside le génie. Les archéologues ont trouvé des restes de tonneaux et de sacs en cuir sur les sites de mouillage de navires près de Roskilde et dans la région d'Oseberg. L'analyse a révélé des traces de sel et de graisses animales. Ce ne sont pas de simples artefacts, ce sont des traces d'une stratégie. Même en mer, les Vikings créaient un écosystème alimentaire fermé. Le feu, l'air, l'eau et la terre. 4 éléments transformés en outils de survie. L'image sensorielle de leur vie en mer peut presque être entendue. Le grondement des vagues, le grincement des cordes, le claquement des avirons, l'odeur de la viande salée réchauffée sur les braises. Ils mangeaient directement sur le pont, mordant dans des morceaux durs comme la pierre, les arrosant d'eau de mer ou d'hydromel. Chaque morceau était un souvenir de la maison, du plafond enfumé et des enfants attendant le printemps. La nourriture n'était pas seulement un soutien pour le corps, elle les liait à la terre, au passé, à leur Dieu. Selon diverses sources, lors de leurs longues expéditions, les Vikings préparaient un mélange spécial de viande pilée, de graisse et de baies. C'était quelque chose entre une pâte et du pain. Ils l'appelaient rakadir, la chair de la bête. On pouvait le manger froid, et il donnait de la force même en pleine tempête. C'était une nourriture que les épouses préparaient à la maison et que les maris mangeaient à la guerre. La tradition conservée raconte qu'un tel mélange était placé dans des récipients rituels, envoyant les guerriers morts au Valhalla. Même la mort, le Viking ne la concevait pas sans la nourriture préparée par les siens. Ces provisions étaient leur armure contre le temps. Quand la tempête entraînait les navires dans les eaux glacées, la viande et la graisse devenaient le dernier rappel de la vie. Le gel n'effrayait pas les Vikings, c'était le vide qui les effrayait. Mais ils avaient trouvé un moyen de transformer le froid lui-même en allié. À bord, ils suspendaient la viande directement au gréement, et le vent la séchait encore plus. Ainsi, le navire devenait le prolongement de leur maison, une fumerie mobile. Les reconstructions archéologiques montrent que la température sous le pont restait suffisamment basse pour que les produits ne se gâtent pas. Cela prouve que leur navire était conçu non seulement pour le combat, mais aussi pour le stockage à long terme des provisions. Chaque fente, chaque planche travaillait pour la survie. Et pourtant, même de telles mesures ne suffisaient pas toujours. Il y eut des années où la viande pourrissait, où la graisse devenait amère, et où le sel était emporté par la tempête.
Alors, il fallait recourir à des mesures désespérées. Manger des lanières de cuir, des os broyés, des cendres de feu de camp mélangées à de l'eau. Les historiens ne le cachent pas, c'était des temps cruels. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que naissait la légende d'un peuple qui ne cède jamais. Le final sensoriel de cette scène est simple. Un viking, assis près du foyer après une longue traversée, mâche un morceau de viande fumée, dur. Ses mains sont cicatrisées, sa barbe imprégnée de sel, ses yeux fatigués mais vifs. Il a tout surmonté, le froid, la faim et la tempête. Et dans ce morceau, pas seulement de la nourriture, mais le souvenir du chemin parcouru, de la maison, de ce que l'homme peut vaincre même l'absence de vie. Et lorsque les archéologues découvrent aujourd'hui des morceaux de viande pétrifiés, recouverts d'une couche de sel, ils ne trouvent pas de simples restes de nourriture. Ils trouvent la preuve que la force de l'homme commence là où le confort s'arrête. C'est là le véritable secret des Vikings, leur capacité à préserver la vie dans un monde où tout tendait vers la mort. Mais derrière cette maîtrise froide se cache bien plus qu'une technique. Leur capacité à conserver la viande est le reflet de leur philosophie. Et pour comprendre comment cette philosophie a changé le destin du Nord, il faut voir ce qu'il en reste aujourd'hui, non pas dans les musées, mais en nous-mêmes. Aujourd'hui, alors que les réfrigérateurs ronronnent dans chaque foyer et que la date de péremption est inscrite sur chaque emballage, nous avons presque oublié qu'il fut un temps où l'homme luttait contre la putréfaction à main nue. Pour les Vikings, la conservation de la viande n'était pas seulement de la cuisine, c'était une forme de foi. Leur dialogue avec la nature, où chaque morceau fumé, chaque pincée de sel signifiait une victoire sur la mort. Les archéologues disent que le secret des Vikings est simple, non pas le froid, mais l'équilibre. Le feu donnait l'arôme, le sel, la pureté, le vent séchait, la graisse protégeait. Tout cela créait un système où la nature travaille pour l'homme et non contre lui. Et cette philosophie, basée sur l'endurance et le respect des éléments, est devenue le cœur du caractère nordique. L'image du dernier plan, un vieil Islandais, descendant de ceux qui ont survécu 9 mois sans froid, suspend la viande sous le toit. L'odeur de fumée est la même, le son du vent est le même. 1000 ans se sont écoulés et la recette est restée. Le goût de l'ancienne peur et de l'ancienne force. Et maintenant, quand tu ouvres le réfrigérateur pour prendre un morceau de viande, demande-toi, pourrais-tu survivre sans lui? Pourrais-tu passer l'hiver en ne comptant que sur la fumée, le sel et le vent? Car c'est ainsi, pas à pas, que ces hommes ont bâti une civilisation au bout du monde, et prouvé que celui qui n'a pas peur de regarder la mort en face est capable de survivre. Ainsi se termine l'histoire de la viande qui a survécu à l'hiver. Mais en réalité, c'est l'histoire de l'homme qui a vaincu le temps.